Bonjour chers de l'histoire et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui, on va bien se l'avouer, n'était pas vraiment prévue. Car qui aurait pu prédire, il y a encore quelques mois, que le régime bassiste de la famille Assad en Syrie ne survivrait pas à cette fin d'année 2024 ? Rapide, fulgurant, stupéfiant, surprenant, historique, retentissant, autant de mots qui qualifieraient ces 12 jours d'offensive des rebelles en Syrie, du 27 novembre au 8 décembre 2024, qui aboutissent à la chute d'une dictature vieille de plus de 60 ans. Une victoire totale donc, comme il en arrive rarement dans l'histoire militaire. Car si la plupart des guerres s'achèvent par une négociation entre le vaincu et le vainqueur, rares sont celles qui aboutissent à la disparition pure et simple de l'un des deux protagonistes. Une victoire totale qui est d'autant plus surprenante qu'elle a été obtenue rapidement et à un moment où, après 13 années de guerre civile, ce sont plutôt les rebelles qui semblaient vaincus. Eh bien, c'est justement parce que cette victoire pose question que j'ai décidé de vous faire cette vidéo afin de vous en expliquer les raisons. Et pour ce faire, j'ai décidé de traiter cette vidéo sous l'angle spécifique des FSO, des facteurs de supériorité opérationnelle, que je vais vous expliquer dans un premier temps, ce qui va nous permettre ensuite de revivre ces événements au jour le jour de manière plus intelligible à partir de vidéos que j'ai en partie moi-même géolocalisées. Mais avant cela, une petite contextualisation est nécessaire. Tout commence avec le printemps arabe, un vaste mouvement de révolte du Maroc à l'Arabie qui débute en décembre 2010 et qui finit par toucher la Syrie en 2011. D'abord de simples manifestations contre le régime baathiste dirigé par Bachar al-Assad depuis 2000, mais qui face à la répression de ce dernier dégénère en une véritable guerre civile. Une guerre dont la première phase, qui s'étend de 2011 à 2015, voit les rebelles s'organiser progressivement en plusieurs factions et s'emparer de pans entiers du pays, tandis que l'armée arabe syrienne, l'AAS, elle, se délite peu à peu sous l'effet des défections et des pertes. Un effondrement symbolisé par la défaite de Palmyre face à l'État islamique en 2015, le pouvoir d'Assad semble alors toucher à sa fin. Mais en 2015, la guerre connaît un tournant lorsque le dictateur syrien lance un appel à l'aide à Moscou. Dès lors, le rapport de force s'inverse et débute alors la seconde phase du conflit durant laquelle le régime d'Assad, aidé par la Russie et l'Iran, reprend progressivement le contrôle de grandes portions du territoire syrien. Alep en 2016, Palmyre en 2017, Deraa et la périphérie de Homs en 2018. Peu à peu, le territoire des rebelles, hormis celui contrôlé par les Kurdes, se contracte autour du gouvernorat d'Idleb, où sont déversés les rebelles et leurs familles à chaque fois que l'AAS obtient la soumission d'un espace. Le 5 mars 2020, les accords de Moscou imposent un cessez-le-feu. Et depuis ce jour jusqu'au 27 novembre dernier, nous étions dans la troisième phase de cette guerre, celle d'un conflit gelé, certes ponctué d'escarmouches, mais dont les zones de contrôle de chacun étaient plus ou moins figées. La première, en rouge, correspond à l'espace contrôlé par les loyalistes du régime d'Assad qui maintient sa domination depuis la colonne vertébrale de la Syrie, l'autoroute M5 reliant 5 des principales villes du pays, Damas, Alep, Homs, Hama et Deraa, un contrôle qui s'étend jusqu'à l'Euphrate avec la ville de Deir ez-Zor et qui s'appuie sur un réseau de 73 bases de la Russie, de l'Iran et du Hezbollah, dont une étude du User for Studies datant de juillet 2024 nous en dresse ici ces magnifiques cartes. En noir, les quelques poches résiduelles dans le désert où subsistent les djihadistes de l'État islamique après avoir été chassés progressivement du pays, leur défaite de Mossoul en 2017 et la mort de leur chef Abou Bakr al-Baghdadi en 2019, leur action se limitant à de la guérilla le long des routes traversant la Badia. Ceux qui ont lutté contre ces derniers et qui ont fini par s'emparer à leurs dépens de tout cet espace en jaune situé essentiellement sur la rive orientale de l'Euphrate sont les FDS, Forces démocratiques syriennes. Une coalition militaire formée en 2015, dominée par les Kurdes du YPG, mais dans laquelle on trouve également des milices arabes comme Jaish al-Thawar, avec lesquelles il existe quand même des tensions. Vous avez également une milice syriaque et un bataillon arménien. Alors je vous renvoie à ma première vidéo sur la bataille d'Afrin où je vous fais le descriptif complet de ces FDS qui sont soutenus par les États-Unis dans le cadre de la lutte contre l'État islamique, des Américains stationnant dans un réseau de 17 bases et qui fournissent aux Kurdes un peu de matériel comme par exemple des Humvee. C'est justement l'une de ces bases qui est située dans cette zone verte, celle d'Al-Tanef, dont vous voyez ici de rares images. Installé en 2016, en plein désert sur la route Bagdad-Damas, avec entre 100 et 300 militaires américains, qui a fini par constituer pour les États-Unis un point de contrôle sur la route entre l'Iran et le Liban. Et pour les reliquats des rebelles du sud du pays, cette zone a fini par constituer un réduit, un refuge, avec le camp des réfugiés de Roukban, où sont entassés des dizaines de milliers de personnes qui ne peuvent quitter la zone.
Ces rebelles s'organisent en armée des commandos de la Révolution, renommée en 2022 Armée libre syrienne. Attention de ne pas confondre avec l'armée syrienne libre, et qui compte plusieurs centaines d'hommes entraînés et équipés en partie par les États-Unis. Dans le nord du pays, ces zones en bleu qui sont tenues par l'ANS, l'Armée nationale syrienne, constituée en 2017 après l'opération Bouclier de l'Euphrate, première intervention directe de la Turquie en Syrie qui a mené à la prise de Al-Bab. Cette ANS est un conglomérat d'une dizaine de groupes rebelles issus de l'armée syrienne libre, alors parfois sécularistes, mais souvent islamistes et où la minorité turkmène est surreprésentée. Allez voir encore une fois ma vidéo sur la bataille d'Afrin, seconde opération menée par Ankara en Syrie en 2018, à laquelle une troisième lui succédera en 2019, et où je vous fais un descriptif complet de cette ANS, chapeautée, entraînée, payée et dirigée officieusement par la Turquie, véritable proxy war que Ankara s'est même permis d'utiliser en Libye en 2020 et au Karabakh en 2023. Et enfin, en vert, la zone qui va nous concerner plus particulièrement et qui correspond à peu près au gouvernorat d'Idleb, du nom de sa capitale, un espace où les rebelles sont à l'origine loin de représenter une force homogène, s'y trouve une multitude de factions et de groupes armés divisés par leurs divergences idéologiques. Alors, je vous renvoie au classement ISW que j'ai utilisé entre 2016 et 2018 et qui classe les rebelles en 4 groupes. Les sécularistes, les islamistes politiques de type frères musulmans, les salafistes ou djihadistes nationaux et enfin les djihadistes globaux. Une hétérogénéité renforcée par le processus de déversoir expliqué tout à l'heure et qui provoque des luttes fratricides. Mais à partir de 2017, tous ces groupes vont peu à peu se restructurer en 3 pôles. Le premier, c'est l'ANS, l'Armée nationale syrienne, en 2017, que je vous ai présenté tout à l'heure et qui est plutôt présente dans la frange nord de la poche d'Idleb. Le second, c'est le Front National de Libération, fondé en 2018 à partir de 15 groupes rebelles et qui en 2019 va rallier l'ANS, donnant naissance à une grande formation de 50 à 80 000 hommes, une fusion opérée dans le but de mieux lutter contre le grand rival, le troisième groupe, HTS, Hayat Tahrir al-Sham. Alors, petite parenthèse orthographique, normalement en français, le Sham s'écrit avec un C, donc on devrait dire HTC. Mais vous m'excuserez par avance, j'étais habitué depuis le début à dire HTS, donc je vais continuer ainsi. HTS qui est un mouvement créé le 28 janvier 2017 par la fusion de 6 groupes islamistes, dont le plus important est le Front du Levant, anciennement connu sous le nom de Front al-Nosra, un mouvement djihadiste créé en 2012 par Ahmed Hussein al-Shahara, que vous connaissez plus par son nom de guerre, Abu Mohammad al-Joulani. Alors al-Nosra est à la base une véritable filiale d'Al-Qaïda en Syrie, qui va d'abord s'opposer à l'État islamique en 2014, avant de rompre avec Al-Qaïda en juillet 2016. Un abandon du djihad global au nom d'un salafisme plus national et pragmatique centré sur la Syrie, avec par exemple l'acceptation de la protection du droit des minorités comme les chrétiens et les druzes, dans le cadre de la dhimitude. Certains universitaires parlent d'un salafo-nationalisme. Une rupture qui va jusqu'à mener une guerre contre les groupes restés fidèles à Al-Qaïda et qui débouche sur cette formation en 2017 de HTS, Hayat Tahrir al-Sham. Jusqu'en 2018, HTS est la faction principale dans cette poche d'Idleb, dont elle contrôle 60% du territoire, avec des espaces stratégiques comme la frontière avec la Turquie et la ville d'Idleb elle-même. Mais à la suite d'affrontements, la même année contre le FNL, qui lui contrôle les 40 autres pourcents, HTS perd momentanément son hégémonie avant de la reprendre totalement par une attaque éclair en quelques jours en janvier 2019, à l'issue de laquelle les combattants du FNL devaient soit prêter allégeance au HTS, soit partir vers Afrin. Dès lors, Hayat Tahrir al-Sham devient le maître incontesté du gouvernorat d'Idleb. Et c'est à ce moment, qu'en dépit des accords d'Astana entre la Russie et la Turquie, instaurant des zones de désescalade, de déconfliction, bordées par une zone démilitarisée et contrôlée par des postes d'observation à la fois russes, iraniens et turcs, que Bachar al-Assad lance coup sur coup 2 offensives dans le but de reprendre tout le gouvernorat. La première le 9 mai 2019 baptisée Aube Idleb et la seconde Aube Idleb 2 le 19 décembre 2019 à l'issue desquelles les groupes rebelles sont vaincus et leur territoire réduit de moitié avec la perte d'abord de la pointe sud puis de la M5. L'armée arabe syrienne arrive même jusqu'à 10 km d'Idleb et il faudra l'intervention de l'armée turque pour qu'elle soit repoussée vers l'est. Ce qui n'empêche pas une nouvelle vague de centaines de milliers de réfugiés s'entassant sur la frontière turque fermée, accentuant la pression démographique dans la poche d'Idleb.
Et finalement, cette offensive des forces gouvernementales prend fin le 5 mars 2020 avec un nouvel accord entre la Russie et la Turquie, que je vous ai cité tout à l'heure, et qui conclut une phase de défaite pour HTS et ses alliés, sauvés uniquement par l'intervention turque. Par conséquent, comment expliquer que ces derniers aient pu remporter une victoire si retentissante à peine 4 ans plus tard ? Eh bien, parce que justement, ces revers de 2020 ont constitué pour HTS un retour d'expérience mis au profit d'une montée en puissance qui commence dès 2020. Et c'est là qu'il me faut vous présenter ces fameux facteurs de supériorité opérationnelle. Lorsqu'une armée entre en confrontation avec celle de son ennemi, il lui faut, pour la dominer, pour prendre l'ascendant, un rapport de force avantageux qui est déterminé par un ensemble d'éléments que l'on nomme facteurs de supériorité opérationnelle. Ce document de 2016, nommé Action terrestre future, produit par le ministère des Armées et destiné à poser une réflexion sur le futur de l'armée terrestre française, identifie 8 de ces FSO, que je vais vous présenter et utiliser dans cette vidéo tout en les illustrant grâce à 2 de mes sources. La première est une interview auprès de médias étrangers d'Abou Hassan al-Amawi, le chef militaire de HTS. Joulani en est le chef politique. Une interview menée quelques jours après la chute d'Assad, publiée dans un article du Guardian, et dans laquelle al-Amawi revient sur la longue préparation de l'offensive par les rebelles. L'autre source est un article de Reuters qui s'intéresse aux causes de l'effondrement de l'armée syrienne, et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'appuie sur une douzaine de sources particulièrement pertinentes, notamment 2 déserteurs et 3 officiers de l'armée arabe syrienne, 2 commandants de milices chiites irakiennes, ainsi que des documents trouvés sur place dans un bureau militaire abandonné. Le premier de ces facteurs de supériorité opérationnelle, en fait celui qui vient un petit peu automatiquement à l'esprit, c'est la masse. Svechin disait dans son livre Stratégie, dont je ne désespère pas qu'un jour il sera traduit en français, que l'art de conduire une opération était principalement l'art d'obtenir une supériorité des moyens sur l'ennemi. Des propos qui font écho à une phrase de Clausewitz dans son livre 7 de la guerre. Dans l'attaque, le succès résulte d'une supériorité des forces physiques. Il s'agit donc de disposer d'une masse de manœuvre, d'un volume de force, en termes humains et matériels, qui soit supérieur à celui de son adversaire, afin de bénéficier d'un rapport de force numérique avantageux, ce qui va permettre de saturer les défenses de l'ennemi, une plus grande liberté d'action, et enfin, il ne faut pas l'oublier, une plus grande endurance face à l'attrition. Selon l'OSDH et d'autres études, Hayat Tahrir al-Sham pouvait compter en 2018 sur 30 000 hommes. Mais on peut affirmer que les rebelles sont plus nombreux en 2024. D'abord parce que nous le verrons tout à l'heure, HTS s'est vu adjoindre d'autres groupes insurgés, et parce que depuis 2016, la poche d'Idleb a été transformée en un déversoir dans lequel se sont accumulés les réfugiés, près de 2 millions selon l'ONU, ainsi que des rebelles des autres régions, déportés après avoir conclu une trêve avec Damas. C'est le cas d'Al-Amawi, ancien ingénieur agronome, qui s'est retrouvé à Idleb après avoir été déplacé avec sa famille par le régime. Ce qui fait que les hommes de ces familles, mais aussi leurs enfants, qui ont grandi depuis. Imaginez un garçon de 12 ans ayant dû fuir Alep lors du siège de 2016, il a 20 ans en 2024 et il veut revenir chez lui. Eh bien, toutes ces personnes constituent un vivier dans lequel HTS peut puiser. Donc même s'il est difficile de citer avec exactitude les effectifs des rebelles, on peut les estimer à plusieurs dizaines de milliers. Tom Cooper, lui, avance dans un article le nombre de 60 000. Un potentiel qui peut être d'autant plus exploité que la direction de HTS n'a cessé de renforcer sa base territoriale. D'abord par une unification politique des groupes rebelles, comme le dit Al-Amawi, Joulani a profité de la prise de conscience sur le fait que leur division a joué contre eux en 2019 et 2020, pour imposer aux autres groupes une direction unifiée sous l'égide de HTS et combattre ceux qui refusaient. Mais cette base territoriale a été renforcée également avec la mise en place d'une véritable administration dans l'espace que le mouvement contrôlait. C'est ainsi que dès 2017 est créé le gouvernement de salut syrien, le GSS, avec un Premier ministre, ici Mohamed al-Bashir, un ministre de la Santé, un ministre de l'Éducation, accompagné d'un organe législatif appelé la Choura, qui entreprend une réforme des structures administratives, avec des municipalités centralisées, qui va émettre des cartes d'identité, la création en 2020 d'une banque centrale, qui met en place un établissement des transports publics, et en 2023, sa propre entreprise de télécommunications, Syriaphone. Bref, une véritable structure proto-étatique qui représente une expérience de gestion politique et territoriale qui sera mise à profit dans la Syrie post-Assad, mais qui pour le moment donne à HTS une assise territoriale lui permettant d'en exploiter les ressources économiques par l'activité locale et l'impôt, une manne économique qui va permettre de payer son effort de guerre, lui assurant par la même occasion une relative autonomie décisionnelle, par rapport à l'ANS par exemple qui elle dépend complètement de la Turquie.
En ce qui concerne l'équipement, la situation est en revanche peu reluisante. Les forces rebelles disposent de quelques blindés capturés au cours des années de guerre, mais l'essentiel de son matériel roulant est constitué de motos et de technical, c'est-à-dire de pick-up transformés avec l'ajout d'une arme automatique lourde et parfois d'un blindage artisanal improvisé. L'artillerie y est assez faible et elle ne dispose d'aucune force aérienne. Les forces gouvernementales, elles, sont estimées à 130 000 hommes. Elles disposent d'une pléthore de matériel soviétique, BMP 1 et 2, T-55, T-62, T-72 et même 90, une artillerie non négligeable, et l'armée arabe syrienne peut compter sur un appui aérien russe décisif depuis 2015, contre lequel les rebelles ne disposent d'aucune arme antiaérienne sérieuse. À première vue, ce sont donc les forces gouvernementales qui disposent d'une supériorité numérique. Du moins sur le papier, car tout de suite il faut nuancer ces chiffres. D'abord parce que ces effectifs sont dispersés de la mer à l'Euphrate, avec par exemple la 4e division blindée et la 17e division mécanisée postées dans la région de Deir ez-Zor, tandis que la 25e brigade des forces spéciales est plutôt basée à Alep. La brigade de la garde présidentielle, elle se trouve à Damas. Un quadrillage destiné à assurer le contrôle d'une population qui pourrait se rebeller de nouveau. La totalité des forces rebelles est au contraire concentrée dans un espace réduit. Donc dans l'espace de l'attaque initiale, ce sont plutôt les rebelles qui possèdent une supériorité numérique. Et par-dessus tout ça, il faut ajouter le stade de décrépitude avancé atteint par l'armée arabe syrienne en 2024. Un délitement qui a commencé dès 2011. Il faut savoir qu'en 2013, c'est une armée qui est déjà à bout de souffle, avec une grande partie de ses 13 divisions blindées mécanisées annihilées par les désertions et les pertes. Il ne restait déjà plus que 50 000 des 200 000 hommes originels. Je vous renvoie à ma vidéo que j'ai produite en 2018 où j'ai utilisé cette infographie de l'ISW. Finalement, les forces combattantes d'Assad ne tenaient plus que par quelques unités d'élite comme la garde présidentielle, la 4e division blindée, constituée essentiellement d'Alaouites et commandée par Maher, frère de Bachar al-Assad, et enfin ce qui deviendra la 25e division des forces spéciales, la Tiger Force. À partir de 2015, ce sont surtout les milices qui portent à bout de bras le régime, que ce soit les milices syriennes, comme les forces de défense nationales, ou la brigade Liwa al-Quds composée de Palestiniens de Syrie. Mais surtout, les milices chiites étrangères, comme le Hezbollah libanais, le Kataïb Hezbollah d'Irak, la brigade pakistanaise Zenabiyoun et la brigade d'Afghans, Fatimides, recrutées et financées par l'Iran. On a assisté alors à une véritable sous-traitance aux milices, dont une partie, notamment la brigade Al-Quds, a été regroupée en un 5e corps entraîné par des conseillers militaires russes. Alors cela a certes redonné temporairement un second souffle aux forces de Bachar al-Assad qui lui ont permis de reprendre une partie du territoire national, on l'a vu tout à l'heure, mais depuis 2020, la période de calme relatif et d'attente passive n'a pas vraiment profité à l'AS. Bien au contraire, elle a eu un effet destructeur. Elle s'est désagrégée de l'intérieur. Déjà, il faut avoir à l'esprit qu'en 2024, cette armée arabe syrienne contient beaucoup moins de soldats professionnels qu'en 2011. L'essentiel de celle-ci ne repose plus que sur des conscrits, comme Farhan al-Rouli, conscrit de 23 ans, qui est l'un des témoins interrogés dans l'article de Reuters et dont je vais reprendre l'histoire en filigrane. Ensuite, après la victoire de 2020, l'urgence militaire devenant moindre, l'armée a été invitée à se débrouiller seule, mais sans le budget qui va avec, car le PIB de la Syrie n'a cessé de décroître tout au long de la guerre. 70 milliards de dollars en 2011, moitié moins un an plus tard, et à peine 8 milliards de dollars en 2021. D'où le trafic de Captagon, une drogue de synthèse à partir d'amphétamine qui prend cette forme de pilule blanche consommée essentiellement dans le Moyen-Orient et dont l'État syrien s'est fait le producteur officieux afin de trouver une source de financement parallèle. Vous avez là les images d'une usine de fabrication découverte après la chute du régime. Un régime qui faisait même payer des droits d'exemption de services astronomiques, plusieurs milliers de dollars, à ceux qui s'expatriaient pour fuir ce service au risque de confisquer les biens des proches. Mais, faute de fonds suffisants, le matériel militaire n'est plus entretenu, une partie est cannibalisée pour faire fonctionner l'autre. En fait, on a une armée livrée à elle-même, vivant sur son stock. Un stock qui en plus est souvent pillé par des officiers qui, pour s'enrichir, volent des générateurs ou du carburant pour le revendre ensuite sur le marché noir. Cette corruption généralisée s'exprime également par des soldats payant des pots de vin à leurs officiers pour pouvoir rentrer chez eux. Farhan al-Rouli déclare qu'il fallait 100 $ pour pouvoir partir officieusement de son service d'1 an, que lui-même aurait dû effectuer à ses 18 ans, mais il a payé pour retarder son incorporation. Ce qui n'a pas servi à grand chose parce que lorsqu'il a fini par l'effectuer, il a reçu l'ordre de rester dans l'armée pour une durée indéterminée. Vous avez même certains officiers qui renvoient eux-mêmes certains de leurs hommes chez eux pour percevoir leur solde à leur place.
C'est une pratique qu'on avait déjà observée dans l'armée irakienne, ce qui a expliqué d'ailleurs la chute assez rapide de Mossoul face à l'État islamique en 2014, alors que sur le papier, les forces irakiennes étaient largement supérieures, mais en réalité constituées en partie d'unités fantômes. Il en résulte pour l'AS un sous-effectif et des unités incomplètes. Le commandant irakien de l'une des sources de l'article de Reuters l'illustre très bien en affirmant que sur les 30 soldats syriens d'un peloton près d'Alep, seuls 8 étaient effectivement présents. Farhan al-Rouli, lui, nous explique que sur les 80 hommes de son unité, il n'y en avait que 60, et que dans la position qu'il défendait face à Idlib, seuls 3 des 9 hommes étaient effectivement présents. Les 6 autres avaient tout simplement payé pour échapper au service. Le FSO suivant, c'est l'agilité, c'est-à-dire la capacité permanente pour une armée de se rendre imprévisible, de créer la surprise, mais également la capacité à pouvoir réagir à celle de son adversaire, ce qui passe par l'entraînement, la formation, la préparation d'un outil militaire, l'entraînement à des manœuvres et l'emploi de tactiques et de stratégies innovantes. Alors, selon Al-Amawi, dans l'entretien qu'il a accordé, la préparation de l'offensive a commencé il y a un peu plus d'1 an. Mais les débuts des efforts pour forger un appareil militaire solide, eux, remontent à 2018, lorsque HTS, après sa défaite face au Front National de Libération, réorganise progressivement ses forces en 12 brigades, portant chacune le nom d'un compagnon du prophète, à l'image de la brigade Abu Bakr al-Siddiq ou de la brigade Ali ibn Abi Talib, dont vous voyez ici quelques photos. C'est d'ailleurs en partie grâce à cette réorganisation que HTS a pu reprendre son leadership dans la région d'Idlib en 2019. Une fois l'unification politique assurée en 2020, la formation des combattants de toutes les factions rebelles a commencé sous la supervision d'Al-Amawi. Peu à peu, les groupes insurgés disparates sont devenus une armée de combattants plus disciplinés et professionnels. Une doctrine a été élaborée en étudiant les tactiques des forces d'Assad, ce qui a amené à prendre en compte la supériorité aérienne en artillerie et en blindés de ces dernières. Alors pour contrebalancer cette asymétrie, les rebelles ont entrepris la création de branches militaires incarnant des spécialisations avec un armement approprié. Il s'agissait en fait de former des unités spécialisées, conçues comme des agents multiplicateurs de force, en faisant preuve de créativité pour tirer le meilleur des ressources limitées. Le premier exemple, c'est celui des Inrimassi, alors qui n'est pas vraiment une création de HTS, mais d'Al-Qaïda, reprise par l'État islamique et Al-Nosra, dont est issu HTS. A l'origine, les Inrimassi désignent des soldats équipés d'armes légères et d'une ceinture explosive qui n'est à actionner qu'en dernier recours. Stéphane Mantoux, qui a étudié ces Inrimassi sur la période de 2011 à 2017, n'a observé que 2 suicides sur les 19 vidéos qu'il a étudiées et dans lesquelles ils apparaissent. Donc on ne peut pas vraiment parler de soldats kamikazes, et de toute façon, pour des raisons d'image mais aussi d'efficacité, HTS a renoncé à cette pratique, comme à celle d'ailleurs des Vébid, des voitures-bombes pilotées par un kamikaze. Abu Bakr al-Amsi, l'un des dirigeants de Tahrir al-Sham, a expliqué plus en détail dans un article de juillet 2022 du journal très fiable Al-Modon le rôle attribué aux Inrimassi, dont vous voyez ici une parade organisée à Damas le 27 décembre 2024 après la chute du régime. En fait, il s'agit plus d'une troupe de choc mêlant les aspects d'une troupe d'assaut et ceux d'une force spéciale, agissant en petites équipes, parfois en groupes plus larges, et dont le but est de constituer le fer de lance d'une attaque principale en la précédant par un assaut qualitatif sur les défenses ennemies qu'il s'agit de brécher afin d'ouvrir la voie. Elles peuvent aussi lancer des raids, s'infiltrer dans la profondeur du dispositif ennemi en jouant de la vitesse, d'où le terme d'inrimassi venant de l'arabe inrimassa qui signifie plonger, être immergé, infiltré, c'est-à-dire dans les rangs adverses. Donc il s'agit en fait d'une troupe d'élite dont HTS va développer l'utilisation, et justement dans cet article, Al-Amsi explique que lorsque la brigade Ali ibn Abi Talib a créé son bataillon d'Inrimassi, ce n'était que le début d'un processus lancé début 2022, visant à la création dans chaque brigade de bataillons d'Inrimassi nommés Khalid bin al-Walid, avec des compagnies réparties dans chacune de ces brigades. Des Inrimassi qui ont eu le temps de se faire la main lors des différentes escarmouches avec les troupes de Damas depuis 2020. HTS va également se créer sa propre force spéciale en transformant une partie de ces Inrimassi en combattants d'élite. Apparu pour la première fois le 7 août 2018 dans un communiqué de la branche médiatique de Hayat Tahrir al-Sham, cette force spéciale est nommée Al-Saïb al-Amra, qui signifie bandeau rouge, du fait que ses membres se distinguent par le port de ce dernier autour de la tête, comme on le voit sur cette vidéo datant de 2020, où un groupe de cette force spéciale prête serment à Joulani.
Ce bandeau rouge est une référence à un des compagnons du prophète Abu Dujana, qui en portait un aussi durant les batailles. Ces Al-Saïb al-Amra, commandés par Abu al-Yaqzan al-Masri, sont spécialisés dans les opérations d'infiltration, de coups de main, comme celui mené le 28 février 2023, et dont vous voyez ici les images. Il a été opéré à proximité du village de Rabia contre une position d'artillerie qui aboutit à la destruction de 3 canons Stabé et l'élimination de 10 soldats. On peut observer que cette unité bénéficie d'un équipement de pointe. Un drone qui précède puis suit l'attaque en direct pour diriger les combattants. Sur ces photos, on voit la présence de fusils AKM, de silencieux, d'optiques thermiques SAIM SCL-35, de lunettes nocturnes. Les hommes de cette force bénéficient d'une formation militaire dure, de haut niveau et d'une attention particulière de HTS, car elle constitue un pilier fondamental de ces opérations militaires. Ses membres ont considérablement augmenté à partir de 2020 en attirant des jeunes à l'aide de salaires attractifs. Al-Saïb al-Amra jouera un rôle décisif de force de frappe dans l'offensive qui débutera le 27 novembre 2024. L'autre grande unité spécialisée créée par HTS, c'est la brigade Al-Shahin, Faucon en arabe, symbole de la puissance aérienne et de la précision, car cette formation est dédiée à l'utilisation des drones. Alors, qui n'est pas due à une aide de l'Ukraine comme j'ai pu l'entendre, mais tout simplement à l'observation de l'utilisation des drones Bayraktar par la Turquie en 2020 lors de leur intervention contre les troupes d'Assad. L'unité dispose d'ingénieurs et de mécaniciens capables d'innover et d'élaborer leurs propres UAV, que ce soit des quadricoptères ou des drones à voileur fixe, comme le montre cette vidéo publiée le 27 novembre 2024, où on voit des hommes de la brigade utiliser contre les positions de l'AAS un drone kamikaze à turboréacteur. Les rebelles ont donc intégré le drone dans un emploi tactique, que ce soit pour de la reconnaissance qui va permettre une meilleure observation des mouvements de l'ennemi, le bombardement ou l'attaque suicide. Une école de pilotes de drones est même créée, on voit d'ailleurs ici les apprentis se faire la main sur des jeux vidéo pour apprendre à piloter un FPV. Des pilotes qui ont eu tout le loisir de s'entraîner depuis 2020 dans le cadre des accrochages chroniques avec les forces gouvernementales sur le front gelé, comme en témoignent ces photographies de débris de drones projetés par les rebelles contre les troupes d'Assad, mais surtout l'attaque la plus meurtrière qui a lieu le 6 octobre 2023 sur l'académie militaire de Homs, en pleine célébration d'une promotion, avec donc une forte concentration de militaires du régime. Une attaque qui a entraîné la mort de 89 cadets. Alors tout ceci implique évidemment que HTS ait réussi à mettre en place une structure de production, avec des composants, des imprimantes 3D, une production qui a été dispersée après qu'en mai 2023 une frappe aérienne russe ait détruit une usine de fabrication à Idlib. Alors ce que je n'ai pas réussi à déterminer, c'est si cette brigade a opéré de manière autonome ou si ces éléments ont été dispatchés dans les différentes brigades rebelles. Mais ce qui est sûr, c'est que les drones ont été un énorme atout durant l'offensive pour les rebelles, avec des attaques ciblées menées contre les villes, les dépôts, les aéroports, les convois, les chars, et même des officiers de haut rang. Un article du quotidien panarabe, Asharq al-Awasat, affirme que les drones ont, je cite, modifié l'équilibre des forces dans le nord de la Syrie. Côté loyaliste, en raison du manque de moyens, mais surtout parce qu'Assad pensait que la guerre était déjà gagnée et qu'il ne lui restait plus qu'à en finir avec ce dernier Ibn Idlib, eh bien aucune stratégie de défense d'Alep n'a été mise en place. Aucune innovation, juste de l'attente, de la défense passive. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il n'y a eu aucune anticipation sur l'utilisation des drones, puisqu'on n'a pratiquement pas vu de chars avec des grilles de protection, comme c'est devenu la normale en Ukraine. Ce qui est surprenant car je me rappelle que lorsque je suivais cette guerre civile syrienne entre 2013 et 2020, l'AS était plutôt championne des chars Frankenstein, avec des protections anti-RPG parfois monstrueuses. Je vous renvoie aux différents articles et monographies de Stéphane Mantoux qui est publié sur François. Mais tout ceci ne serait pas viable sans le troisième facteur de supériorité opérationnelle qu'est ce fameux C2. Le commande et contrôle. Autrement dit, une direction optimisée, capable d'appréhender la situation, d'interpréter l'information et de prendre des décisions en conséquence, de faire manœuvrer ces différentes unités, ce qui passe par un bon encadrement et une communication efficace avec les différents échelons. Il faut comprendre que, malgré la mise au pas de HTS, subsistent plusieurs factions autonomes. Et pour éviter la répétition de scénarios passés, à savoir une coalition de groupes rebelles hétéroclites vaincus en raison de leurs dissensions, a été créée une cellule de commandement unique, intégrant et coordonnant tous les mouvements rebelles présents dans cette poche d'Idlib et au-delà, et qui en octobre 2020 prend le nom de Commandement des opérations militaires.
Ce COM, dirigé par Djoulani, comprend des représentants de 13 différentes factions, comme Al-Amawi, le chef militaire de HTS, Jamil al-Saleh, le dirigeant de Jaish al-Eza, que l'on voit ici à droite de Djoulani. On a également des représentants du Parti islamique du Turkestan, de Ansar al-Tawhid, ceux de groupes appartenant au Front National de Libération ou à l'ANS, comme l'Armée Libre d'Idleb, Jaish al-Norba, Falaik al-Sham et même Ahrar al-Sham, l'ancien grand rival de HTS, représenté par son chef, Amer al-Sheikh, que l'on voit ici à gauche de Djoulani. Eh bien, ce commandement des opérations militaires, véritable bras armé du gouvernement du salut syrien, dispose de son propre porte-parole, Hassan Abdul Ghani, et de sa page officielle Facebook que vous voyez ici. Il représente une structure de commandement centralisée qui va piloter l'offensive du début jusqu'à sa fin. Et dans la continuation de ce processus, Hayat Tahrir al-Sham a créé en 2021 un collège militaire situé à l'ouest d'Idleb, que l'on reconnaît à ce logo. Le but de cette institution est tout autant militaire que politique. Militaire car il s'agit de dispenser un enseignement plus moderne qui soit en phase avec les nouvelles réalités du champ de bataille. Pour ce faire, l'institution s'appuie notamment sur des officiers déserteurs de l'AS, à l'image de son propre directeur, le général de brigade Abdul Rahman al-Sheikh, lieutenant-colonel de l'armée syrienne jusqu'à ce qu'il fasse défection en 2012. Ce collège veut former un groupe d'officiers, des cadres, dont vous voyez ici la première promotion en 2021, afin de renforcer leurs compétences techniques et dans le domaine du C2, du commande et contrôle, et qui ainsi pourront faire manœuvrer des unités de manière coordonnée. À l'issue de la formation, des diplômes sont remis, ainsi que des grades qui vont de lieutenant à capitaine selon les promotions. Cependant, il ne faut pas voir dans ce collège un Saint-Cyr ou un West Point rebelle. Les témoignages que j'ai réussi à trouver parlent parfois de formations assez courtes. 3 mois pour la première promotion, 5 pour la troisième, à raison de 3 jours par semaine. L'un des témoins de l'article que j'ai réussi à trouver a déclaré, je cite, « Il n'y avait aucune emphase sur la participation aux cours militaires ». Et à la fin, tout le monde obtient son diplôme. En fait, le rôle de cette institution est aussi politique, car ce collège est ouvert aux autres organisations rebelles. C'est ainsi que, sur les 200 membres de la troisième promotion, certes la majorité sont issus de HTS, mais 40 proviennent de Ahrar al-Sham et d'autres du Front National de Libération. Il s'agit en fait de casser avec la logique de conglomérat d'unités combattant de façon disjointe, et d'opérer au contraire une standardisation, une homogénéisation des cadres sous les diges du groupe le plus puissant, HTS, qui renforce ainsi la centralisation de la structure de commandement au profit de son contrôle. Alors il existe aussi un objectif politique vis-à-vis des Occidentaux. L'apparence des officiers se normalise. Barbe courte, uniforme soigné, galon, rien de tel que pour se faire accepter des Occidentaux. Ce qui n'a pas été sans susciter de l'opposition des salafistes qui voyaient dans tout cela une imitation des armées laïques. Côté loyaliste, au contraire, on constate une désorganisation de la direction. Car depuis 2015, le commandement s'appuie de plus en plus sur des étrangers, à l'image de la 124e brigade de la garde républicaine qui, après la mort de son commandant, est carrément dirigée plus d'une semaine par un conseiller militaire russe jusqu'à l'envoi d'un remplaçant syrien. De tels conseillers, issus des rangs supérieurs de l'armée russe, ont été nommés dans presque toutes les unités, du corps d'armée au bataillon, en particulier dans les 4e et 5e corps, afin d'assurer la coordination avec l'aviation russe, mais aussi pour pallier aux défauts de la structure de commandement et de contrôle syrienne et de rehausser la compétence dans la gestion des opérations. Mais depuis 2020 et surtout 2022, la Russie a réduit la voilure, de nombreux conseillers sont partis. Il en est de même des conseillers militaires iraniens qui géraient une grande partie de la structure de commande opérationnelle de l'armée syrienne. Mais la frappe aérienne des Israéliens sur l'ambassade iranienne à Damas le 1er avril 2024, tuant Mohammad Reza Zahedi, le chef de la force Al-Quds en Syrie, a fait que Téhéran, par précaution, a retiré du pays son personnel encadrant les forces gouvernementales. Ces dernières se sont donc retrouvées sans conseiller militaire avec des trous dans la chaîne de commandement, entraînant des dysfonctionnements dans le C2 et une perte de cohésion. On en verra quelques exemples. Le 4e facteur de supériorité opérationnelle, et il est particulièrement important celui-là, c'est le moral. Tout à l'heure, je vous ai cité une phrase de Clausewitz, mais la phrase complète est la suivante. Dans l'attaque, le succès résulte d'une supériorité des forces physiques et morales disponibles combinées. Et le moral, c'est quoi? Eh bien, c'est l'acceptation du soldat à risquer sa vie qu'il expose. Une acceptation qui dépend de plusieurs facteurs. Le premier, c'est sa motivation dans un but de guerre partagé.
La seconde, c'est la situation militaire dans laquelle il combat. Est-ce que l'armée est plutôt victorieuse ou au contraire sur le reculoir? Ce sont aussi les conditions dans lesquelles ils combattent. Et enfin, eh bien, c'est sa croyance dans une victoire possible. Côté rebelle, le moral est plutôt bon. L'objectif du CMO d'étendre la zone de contrôle de HTS dans la région d'Idlib correspond au souhait de beaucoup des réfugiés et des combattants, dont beaucoup sont originaires de la région. L'espoir de revenir chez eux gonfle fortement leur motivation. De toute façon, la pression démographique dans la poche d'Idlib est telle que Joulani n'a pas vraiment d'autre choix que d'agir. Du côté des soldats loyalistes, par contre, la démoralisation est complète, en raison avant tout des mauvaises conditions de vie. Faute de revenus suffisants, les salaires octroyés par le régime de Damas à ces soldats sont très faibles, 250 000 livres par mois, soit à peine 20 $. Or, non seulement l'inflation atteint des sommets, les prix ont doublé en 2021, mais en plus, la monnaie syrienne connaît une perte de valeur spectaculaire. En 2009, 1 $ correspondait à 65 livres syriennes. Eh bien, c'est 250 en 2016, 1150 en 2020, 14 750 en 2024. Si bien que même lorsque les salaires ont été doublés en 2021, passant à 40 $, eh bien cela n'a même pas permis de rattraper les effets de l'inflation, et encore quand la solde est payée. Le soldat syrien devient un pauvre dont le pouvoir d'achat se réduit, tout comme celui du reste de la population, dont 90% vit sous le seuil de pauvreté en 2023. La ration du soldat est souvent pillée, ce qui l'oblige à dépenser une grande partie de son salaire dans la nourriture. L'un des commandants irakiens de l'enquête de Reuters disait que souvent les Libanais du Hezbollah ou les Irakiens invitaient ceux de l'AS à manger avec eux par pitié. Et Bernard Rougier, qui est directeur des études du monde arabe et du Moyen-Orient, a employé une formule que j'aime bien parce qu'elle résume bien la situation. Il parle d'une clochardisation de l'armée syrienne, ce qui favorise à son tour la corruption que j'ai décrite tout à l'heure. Un mauvais salaire, payé avec une monnaie de singe face à des prix toujours plus élevés, dans ces conditions, pourquoi risquer sa peau ? Pour maintenir un régime, contre lequel les conscrits de toute façon sont majoritairement opposés, même chez les Alaouites, pourtant soutiens d'Assad, eh bien cette sensation de ne pas avoir été récompensés pour leur fidélité en dépit des victoires de 2020 fait naître un ressentiment à l'égard du dictateur qui décuple lorsqu'il voit au contraire d'autres s'enrichir, que ce soit les officiers par la corruption ou les proches d'Assad, notamment dans le cadre du trafic du Cap Tagon. Farhan Al-Rouli explique que c'est pour toutes ces raisons qu'il avait déjà déserté avant l'offensive de 2024. Mais il avait été rattrapé par une patrouille, placé en prison 52 jours avant d'être renvoyé sur le front à Idlib dans le poste qu'il défendait le jour où HTS déclenche son offensive le 27 novembre. Un autre facteur de supériorité opérationnelle, que l'on pourrait résumer par la simple phrase « on n'est jamais fort tout seul », c'est celui de la coopération. C'est-à-dire la faculté de combattre de manière conjointe avec tous les acteurs prenant part à la guerre, qui partagent des intérêts, un but de guerre commun, ce qui suggère par contre une communication en amont de l'opération. Al-Amawi nous apprend que HTS et ses alliés entretenaient un canal avec les rebelles du sud du pays, qui appartenaient autrefois au Front Sud, formé en 2014 avec une cinquantaine de groupes affiliés à l'armée syrienne libre. Vaincus en 2018, lors de la reprise du gouvernorat de Deraa, certains de ces derniers ont cependant obtenu lors des négociations le droit de conserver leurs armes en échange de l'acceptation du retour de l'autorité du régime et de leur service dans certaines unités de l'AS, notamment les 4e et 5e corps. Les combattants de la minorité druze ont carrément obtenu le droit de conserver leurs milices et de rester dans leur région. Ce qui montre à quel point le régime manquait d'hommes, sur lesquels d'ailleurs il ne se faisait guère d'illusions quant à leur fidélité. Des messages échangés donc entre Idlib et ses rebelles du Sud, en passant par la Jordanie, où beaucoup des chefs avaient trouvé exil et qui avaient pour objectif de coordonner les efforts contre le régime d'Assad avec la mise en place d'un plan d'attaque en tenaille sur Damas. La pince HTS venant du nord et celle de l'ASL venant du sud devant converger vers la capitale. Des efforts de coordination qui ont débouché sur la création d'une chambre d'opération sud avec les commandants des 25 groupes rebelles de cette partie du pays et dirigés par Ahmad Al-Awada. Une création qui ne sera officialisée que dans les derniers jours de l'offensive, le 6 décembre, mais une chambre qui avait déjà préparé ses propres plans visant à reprendre le contrôle du sud du pays jusqu'à Damas. Un autre partenaire qui va jouer un rôle ambigu, c'est la Turquie. Il faut comprendre que l'objectif d'Ankara est double. D'abord, empêcher la constitution d'une entité kurde à sa frontière, et ensuite faire rapatrier en Syrie les plus de 3 millions de réfugiés syriens présents sur son sol, et qui pèsent sur la situation intérieure. J'ai pu m'en rendre compte moi-même quand j'étais là-bas cet été. J'ai des Turcs qui m'ont beaucoup parlé de cette question des réfugiés syriens, et moi-même j'ai été contrôlé je ne sais combien de fois par les services de l'immigration.
Or, non seulement les Kurdes ont fini par s'entendre avec Assad, et surtout ce dernier s'est montré obstiné face à la question du retour des réfugiés, que le dictateur syrien ne voulait pas voir revenir, car il est considéré comme des ennemis qui avaient été épurés. Alors son refus de négocier, malgré les pressions d'Erdogan, et au contraire l'accroissement des bombardements sur la poche d'Idlib depuis septembre 2024, notamment sur les camps des déplacés, qui par conséquent cherchaient encore plus à franchir la frontière turque, eh bien a fini par lasser les dirigeants turcs. Mais étant lié par un accord avec l'Iran et la Russie, la Turquie ne pouvait pas agir directement par le biais des milices de l'ANS qu'elle contrôlait. C'est pourquoi, pour faire pression sur Bachar al-Assad, elle est passée par le COM et HTS, une organisation qu'elle considérait pourtant comme terroriste, mais à qui elle a donné son feu vert tacite pour l'attaque, en fermant les yeux sur la circulation d'armes par sa frontière. Mais attention, pour les Turcs, cette attaque ne devait avoir qu'une portée limitée, afin d'accroître la pression sur le dictateur syrien. La prise d'Alep en 3 jours ne faisait absolument pas partie du plan. En fait, la Turquie a perdu le contrôle de sa créature. Alors, le régime d'Assad, lui aussi, bénéficiait d'alliés. Mais l'évolution du contexte géopolitique entre 2022 et 2024 va annihiler un par un tous ses appuis extérieurs. À commencer par la Russie, principal soutien aérien dont les ressources sont désormais absorbées par la guerre en Ukraine à partir de 2022. Si bien que Moscou a réduit ses forces présentes dans ses bases syriennes, dont celles de Tartouz et de Hamemim. On parle dans cette dernière d'à peine une demi-douzaine de chasseurs-bombardiers restants. En 2022, c'est la batterie de S-300 qui a été retirée, sans compter les milliers de patrouilleurs et les centaines de conseillers militaires. Ce sont même les Syriens qui sont incités à venir combattre en Ukraine, sans grand succès toutefois. Alors, cette réduction du dispositif russe devait normalement être comblée par l'Iran et ses milices. Sauf que l'année suivante, les massacres perpétrés par le Hamas en Israël le 7 octobre 2023, dont on n'a pas fini de mesurer les conséquences, a rendu hors jeu les autres alliés d'Assad, à commencer par l'Iran. Principal soutien financier du régime de Damas, avec l'équivalent de 50 milliards de dollars déjà dépensés pour la Syrie, et également soutien militaire terrestre capital en lui fournissant des miliciens chiites. Mais une république islamique d'Iran affaiblie. D'abord par le soulèvement en 2022 du mouvement Femmes, Vie, Liberté, et surtout par l'année noire que représente 2024 pour Téhéran, comme le titre le courrier international. Avec la perte de son allié palestinien le Hamas, qu'elle n'a soutenu que mollement, ses 2 salves de missiles contre Israël interceptées, et comme je l'ai déjà dit précédemment, sa décision de rapatrier une grande partie de ses cadres après la frappe israélienne le 1er avril 2024 contre son consulat à Damas, qui a tué Mohammad Reza Zaidi, le chef de la force Al-Quds en Syrie. Quant au Hezbollah libanais, pilier militaire majeur du régime d'Assad, il a été complètement déstructuré par 2 attaques coup sur coup d'Israël les 17 et 18 septembre 2024. Celle des Beepers, puis celle des talkie-walkie piégés, qui tuent 21 cadres du Hezbollah et en blessent 3100 autres. C'est la décapitation d'une organisation d'une ampleur sans précédent qui est achevée le 27 septembre par le bombardement de son QG à Beyrouth, dans lequel meurt le chef politique Hassan Nasrallah et une vingtaine d'autres responsables, ainsi que Abbas Nilforouchan, chef de la force Al-Quds des gardiens de la révolution iranien. Suivi quelques heures plus tard par leurs successeurs respectifs, Hassan Khalil Yassine et Nabil Kaouk. Privé de commandement, le Hezbollah doit en plus faire face 3 jours plus tard à l'entrée de Tsahal dans le sud du Liban, et pour cela, l'organisation va retirer toutes ses forces présentes en Syrie pour pouvoir les affecter là-bas. Et c'est le jour de l'arrêt de ces opérations israéliennes au Liban que Joulani lance son offensive avant un éventuel retour des troupes du Hezbollah en Syrie, dont Israël n'a cessé de bombarder les voies de ravitaillement. Joulani a même déclaré le 8 décembre « Nous sommes ouverts à l'amitié avec tous les pays de la région, y compris Israël. Nous n'avons pas d'ennemis autres que Assad, le Hezbollah et l'Iran. Ce qu'Israël a fait contre le Hezbollah au Liban nous a beaucoup aidés. » La plupart des alliés extérieurs d'Assad sont donc soit vacillants, soit occupés ailleurs. Et c'est parce que Ahmed Hussein al-Shahara, autrement dit Joulani, a discerné cet alignement favorable des planètes qu'il a voulu profiter de cette fenêtre d'opportunité pour lancer son offensive. Enfin, s'il y a bien un facteur de supériorité opérationnelle qui est décisif, c'est celui de la surprise. Que ce soit sur le lieu, la date ou la forme de l'attaque. Je pense d'ailleurs qu'un jour je ferai une vidéo là-dessus. Alors je vais vous citer encore une phrase de Svechin qui disait que une attaque n'est avantageuse que dans la mesure où il est possible de concentrer en secret des forces disposant d'une écrasante supériorité dans un secteur décisif et ensuite d'y attaquer l'ennemi qui n'est pas préparé.
Alors là, on peut s'interroger sur la réalité de l'effet de surprise. Damas avait détecté des signes précurseurs d'une offensive avec un regain d'activité et de mobilisation des rebelles dans l'est du réduit d'Idlib. En septembre 2024, l'indépendante Arabia avait rapporté que HTS avait intensifié la formation et la préparation de ses membres. Et c'est pourquoi d'ailleurs les forces d'Assad avaient répondu dès la fin septembre 2024 par une intensification des bombardements sur les rebelles par l'artillerie et l'aviation russe. D'ailleurs, le nom donné par le COM à l'offensive est Opération de dissuasion de l'agression, montrant bien que cette offensive qui débute le 27 novembre est présentée comme une réponse à l'escalade dont le but premier était de repousser les positions de l'artillerie de l'AS pour en faire cesser les tirs, mais absolument pas dans l'idée de se retrouver à Damas au bout de 12 jours. On le voit bien donc, la direction d'HTS a mené depuis 2020 une montée en puissance progressive, au point de cumuler au début de l'offensive presque tous les facteurs de supériorité opérationnelle, ce qui lui a permis de bénéficier d'une marge de supériorité opérationnelle qui était d'autant plus grande que sur la même période, on a assisté au contraire à une déliquescence des forces du régime d'Assad. Alors le croisement entre les deux courbes s'étant probablement produit au cours de l'année 2022 avec cette intervention d'HTS à Afrin. Alors j'ai pas le temps de vous raconter ici les événements, mais en tout cas, c'est suite à cette intervention que HTS s'est imposé définitivement auprès des autres, que ce soit l'ANS ou la Turquie. Or, c'est justement lorsqu'on a cette accumulation d'une armée qui dispose de tous ces facteurs de supériorité face à une armée qui au contraire collectionne les faiblesses, que l'on obtient les plus grandes victoires de l'histoire, c'est-à-dire les victoires totales. Alors évidemment, quand on n'a pas suivi l'actualité en Syrie depuis un certain nombre d'années, on n'a pu être que surpris par ce qui s'est produit durant cette offensive. Et j'en fais partie, parce que si vous avez suivi la chaîne depuis 2016, vous savez que j'ai produit pas mal de vidéos à ce sujet, que ce soit la bataille d'Afrin ou sur l'armée, sur l'AS. Mais j'avoue avoir détourné un petit peu mon regard de cette région depuis 2020. Donc tout comme vous, j'ai été fortement surpris. Bon, vous le serez peut-être désormais un peu moins. Toujours est-il que lorsque cette opération dissuasion de l'agression commence le 27 novembre 2024, eh bien, pour reprendre une phrase de cet officier des missiles irakien de l'article que je vous ai cité tout à l'heure, la bataille pour la Syrie était déjà perdue dès le premier jour. Une bataille pour la Syrie que je vous raconterai dans une seconde vidéo. Ouh, je sens que je vais faire des frustrés, il y en a qui vont me détester, mais bon, cette vidéo commence à être un peu longue et comprenez-moi que j'avais pas envie de réitérer cette dernière expérience de la vidéo qui dépassait les 1 heure. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu, qu'elle vous aura apporté un éclairage qui bien sûr demandera à être complété avec le recul du temps. Ne vous inquiétez pas, cette seconde vidéo sur cette opération dissuasion de l'agression est en grande partie achevée, je dirais 60%, donc d'ici quelques semaines ça le fera, mais je tenais à publier celle-ci avant que je parte en vacances. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo afin de récompenser ces centaines d'heures de travail et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer ce second volet de l'opération dissuasion de l'agression. Eh bien, je n'ai plus qu'une seule chose à vous souhaiter d'ici là. Longue vie et prospérité.